Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amin Ben Hamza, donc moi je travaille sur Databricks. Je suis content de passer après la présentation d'avant parce que moi je vais venir vraiment compléter cette étape-là. Vous allez voir Databricks où s'intègre Databricks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Databricks, donc aujourd'hui c'est une start-up américaine. Aujourd'hui on est 1000 employés, on vient de passer 1000 employés. De plus en plus on est présent en Europe. Donc on va beaucoup travailler dans le domaine de la big data et de la data science, du machine learning, du deep learning et ainsi de suite. Donc on organise deux grandes conférences. Il y a une qui se passe à San Francisco et une qui a eu lieu à Berlin en 2020. Si vous passez à notre stand, vous pourrez faire une tombola et gagner un ticket pour entrer au Berlin 2020. Donc aujourd'hui, suite au summit d'Amsterdam, on a fait une levée de fonds de 400 millions de dollars, ce qui va beaucoup nous permettre d'encore aller plus loin avec notre plateforme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Databricks? Donc pour ceux qui connaissent Spark, donc Databricks a été fondé par les fondateurs de Spark, et aujourd'hui on continue de contribuer aux projets open source comme Delta Lake ou bien MLflow. On est une plateforme 100% cloud. Aujourd'hui, on est sur AWS et sur Azure. Et dans le futur, je dirais moyen, on sera aussi sur GCP, voire d'autres providers de cloud. Donc, notre offre est le fait que depuis ces deux plateformes, on accède à n'importe quel type de données. Où se trouve la donnée? Dans le cloud, on-prem, quel que soit le type de source d'information, quel que soit le format de données. Par la suite, avec les technologies de Spark, avec notre environnement d'exécution et surtout avec Delta Lake que je vais aborder aujourd'hui, vous allez pouvoir faire toutes les opérations de data assez complexes. Dans le langage que vous souhaitez, que ce soit du Python, que ce soit du Scala ou du R ou bien du SQL. Une fois que cette partie de gestion, de la donnée, de raffinement, de contrôle de la qualité de données, ainsi de suite, est faite, vous aurez deux chemins. On a une grande partie de personnes aussi qui travaillent beaucoup, les data analysts. Ils aiment bien faire des gros forages de volume de données, ils vont le faire avec l'outil BI. Mais on a aussi une grande population de data scientists qui travaillent avec leurs outils, avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, sachant que lorsque je parle d'environnement d'exécution Databricks, c'est déjà un environnement dans lequel est packagé la plupart des librairies, que ce soit en Python, en Scala ou en R. Donc rarement, je dirais, les data scientists ont besoin d'installer beaucoup de librairies. Il reste certains qui ne sont pas dans l'environnement d'exécution, mais ce n'est pas forcément la règle. Donc voilà un peu, si je peux vous présenter rapidement Databricks. Mais si je suis là, c'est surtout pour parler des projets data. Et quand j'ai parlé innovation aujourd'hui, au sein de Databricks, on va la faire bien sûr. Il y a des réflexions en interne, comment on peut améliorer les choses. Mais le gros lot, je dirais, de ce qu'on fait en innovation, ça va être pour résoudre les problèmes des clients. Et ce qu'on voit à travers les personnes qui font le tour de monde pour récolter les problèmes, pourquoi les projets data ne réussissent pas? Parce que premièrement, et moi je l'ai vécu même avant d'arriver chez Databricks, dans les projets Big Data, on a un grand problème de confiance dans la donnée. Il y a beaucoup de gens du métier qui disent « moi je ne fais pas confiance à la donnée, ça ne correspond pas à ce que j'ai dans mon système source ». Ça c'est parmi les choses qu'on va voir. On va voir que pour faire les architectures de données, c'est assez complexe, c'est assez fastidieux. Et je vais détailler ce point-là juste après. Les gens travaillent en silo. On a des gens qui travaillent dans la data, ils savent bien ce qu'ils vont faire en data engineering. Et de notre côté, on a des data scientists qui veulent travailler sur la donnée, qui travaillent avec les fichiers CSV, et ces gens-là ne parlent pas, ne collaborent pas. Et aussi, beaucoup de gens se posent la question. Maintenant, je pense qu'on a assez de maturité sur le machine learning. Moi, je le constate de plus en plus. Mais à chaque fois que je rencontre un data scientist, comment je vais déployer mon modèle? C'est une question qui revient tout le temps. Comment je déploie mon modèle? Comment je fais pour passer de la dev à la prod? Et ça aussi, on va l'aborder aujourd'hui. Donc, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est dans l'instant, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans le détail des projets data. L'idée était simple et était vraiment prometteuse. Et elle reste encore. C'est qu'aujourd'hui, on a envie d'aller piocher la data où elle se trouve. Que ce soit de l'IoT, que ce soit au niveau des sites web via les clickstreams, et ainsi de suite. On a envie vraiment de gagner beaucoup d'intelligence. On peut le faire au niveau humain, tant que la donnée elle est à un niveau, je dirais, pas énorme. Mais dès qu'on commence à avoir de gros volumes de données, là, on va avoir besoin d'avoir des outils. C'est l'objectif de data science et du machine learning. On voit qu'il y a des choses qui réussissent. Mais malheureusement, selon le Gartner, il y a un grand pourcentage de projets qui n'aboutissent pas. Quand je dis n'aboutissent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas livrés en prod. C'est des projets qui sont livrés en prod, soit l'architecture finale a été très complexe, soit a pris beaucoup plus de temps, soit on a livré des choses qui ne répondent pas forcément aux besoins du client. Donc, il faut relativiser ce slide-là, ce n'est juste pas des projets qui n'aboutissent pas en prod, c'est des choses qui aboutissent, mais qui ne répondent pas aux besoins du métier.
L'idée derrière, je dirais, qui a été sous-entendue pour les data lakes, c'est d'avoir quelque chose de féerique comme ça. C'est d'avoir du streaming, avoir du batch, avoir quelque chose qui soit clair, qui soit net. Et c'était ça dans l'esprit des gens quand ils parlaient data lake. C'est quelque chose qui va marcher, on va dire, de manière naturelle, comme on verrait dans la nature. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et je caricature volontairement. Et pourquoi ça, au fait? Parce qu'en fait, faire un data lake, faire une architecture data lake, c'est assez complexe. Pour l'avoir vécu dans le passé, c'est assez complexe. Et on va rester un petit peu de temps sur ce slide-là parce que ça correspond aux 5 grands challenges aujourd'hui qui sont vécus par les équipes de data qui veulent mettre en place une architecture data. Le premier, c'est que, comme toute entreprise aujourd'hui, on est dans le temps réel. On a envie de faire du streaming. C'est simple, on va avoir des choses qui vont venir par Kafka ou des solutions similaires, et on va vouloir traiter ça par du Spark. Mais on a quand même envie de garder un historique de données. On a envie d'explorer non seulement la journée, mais on a envie d'explorer le mois, on a envie d'explorer l'année. Donc, on va vouloir stocker cette information-là. Première chose qu'on va voir, c'est que c'est déjà 2 codes. Et pour ceux, je pense que beaucoup reconnaîtront ici ce qu'on appelle la lambda architecture. La deuxième chose, c'est que les données ne vont pas venir, on va dire, de manière transparente, ça correspond déjà à ce qu'on veut faire. Donc on voudra quelque part contrôler la qualité de la donnée. C'est l'étape 2. J'ai envie de valider ce que je suis en train de faire. Vous allez voir qu'il y a déjà 2 branches. Non seulement j'ai dupliqué le chemin de mon code, mais j'ai déjà beaucoup de choses qui vont différencier. Donc j'aurai toujours 2 choses à maintenir en même temps. Troisième chose, c'est que, par exemple, des fois, j'ai par exemple livré ma première version en prod. Je n'ai pas suffisamment testé. Je me rends compte que la donnée que j'ai stockée n'est pas bonne, ou bien ce que je suis en train d'envoyer à mes applications n'est pas bonne. J'arrête, j'ai envie de reproduire tous les événements du passé. Ça aussi, c'est fastidieux parce qu'on est obligé d'arrêter la prod. Le 4e point, et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué, c'est j'ai envie de mettre à jour mon data lake, que ce soit sur Hadoop ou ailleurs, c'est très très fastidieux. Je suis obligé d'arrêter la prod, de supprimer ma donnée, de ramener la nouvelle donnée. Et ça, vous êtes toujours obligé d'arrêter votre prod pour faire ça. Et la 5e chose qu'on va voir de plus en plus, vu qu'on parle d'IoT, l'IoT c'est bien, ça vous envoie des informations toutes les secondes ou quelque chose moins que la seconde. Sauf que la donnée que vous allez récupérer est toujours de manière assez micro. Quand vous allez requêter 1 million de fichiers, chacun fait 1 kilo, ça passera. Mais quand vous allez beaucoup dépasser ça, ça va devenir problématique. Et ça, vous pouvez chercher le small file problem. C'est assez bien documenté dans la littérature Big Data. Si on veut pousser les choses un peu plus loin, aujourd'hui, quand vous travaillez sur les bases de données SQL, si votre mise à jour ne marche pas bien, c'est tout qui tombe. Si par exemple j'ai envie de mettre à jour 5 lignes dans ma base SQL, si une des mises à jour ne marche pas, tout ne va pas marcher. C'est ce qu'on souhaite. Ce n'est pas le cas forcément avec les fichiers parqués. Donc il n'y a pas d'atomicité. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas contrôler la qualité. Pour ceux qui ont travaillé un petit peu sur les fichiers parqués en big data, on contrôle les outils qui sont actuellement, on ne contrôle pas l'écriture. Vous allez écrire par exemple des données qui sont corrompues, c'est au moment de la lecture que vous allez vous rendre compte du problème. Donc, contrairement aux bases de données relationnelles, quand on va faire du Hadoop par exemple, on ne va pas contrôler la qualité de la donnée. Troisième point, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en train d'écrire, on ne peut pas lire. C'est beaucoup de... Quand on voudra lire, par exemple, on dit « je suis en train d'écrire, donc vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes en train d'écraser une donnée ». Ça, pareil, c'est parmi les choses qui sont le plus problématiques. Et on va avoir le problème de petits fichiers, et ainsi de suite. On va avoir aussi des problèmes de partitionnement de la donnée. Et aussi, pour ceux qui travaillent dans le cloud, les outils aujourd'hui de stockage n'ont pas assez de cache, et on va le voir avec Delta Lake comment ça va se passer. Donc, pour résoudre ce genre de problème, comme je disais tout à l'heure, on va, au sein de Databricks, avec de gros clients américains, ils sont arrivés à Delta Lake. Et l'objectif de Delta Lake, c'est de vraiment ramener la problématique Big Data aux problématiques d'avant. Ça veut dire, on va gérer le niveau transactionnel, on va contrôler la qualité de données, on va ramener du schéma à l'information et on va ramener de la qualité de données. Et l'objectif, quelque part, c'est de passer de cette architecture-là vers une architecture qui sera beaucoup plus simple. On pourra fusionner la partie streaming avec la partie batch.
Là, ce que vous voyez, c'est les 3 niveaux que nous, on suggère. Ça veut dire, je reçois de la donnée, je peux la mettre à jour, je peux insérer. Après, je vais faire des contrôles de qualité. Après, je pourrai émerger et fournir mes données, que ce soit pour le streaming ou bien pour des gens qui font de l'IA. L'idée, c'est vraiment de faciliter. L'idée, c'est de se dire, si j'ai envie de mettre à jour la donnée, je n'ai pas besoin d'arrêter ma prod. Je peux le faire automatiquement. On pourra appliquer tout ce qui est acide, tout ce qui est propriété acide pour les bases de données relationnelles. On pourra faire évoluer le schéma, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, par exemple, avec les fichiers parquets. Et si vous avez l'habitude de travailler avec les parquets, c'est vraiment la même chose. Dans votre code, vous changerez parquet par delta. Et ici, je vous montre juste comment on pourrait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui avec parquet dans le domaine de la big data, que ce soit du Hadoop ou bien dans d'autres domaines, ce sera très simple de convertir du parquet vers du delta. Ayant exposé cela, donc, voici un peu, je dirais, le cycle pour aller de la récupération de la donnée vers le déploiement de la donnée. Les data engineers travailleront beaucoup, je dirais, avec Delta, et les data scientists travailleront aussi avec MLflow. Et c'est ce que je vais présenter maintenant. MLflow, il est né de l'idée qu'aujourd'hui, les data scientists passaient beaucoup plus de temps à faire beaucoup de choses qu'écrire du code de machine learning. Et donc, aujourd'hui, MLflow, il va permettre à la fois de traquer les expérimentations. La présentation qui était avant de se dire « je vais faire toutes ces expérimentations », avec MLflow, ça sera possible de faire le même code en injectant des bouts de code que je montrerai juste après, de traquer toutes vos expérimentations. Pour la partie projet, pour ceux qui ont fait du Java, c'est une manière de packager comme Maven. Aujourd'hui, on se pose aussi beaucoup de questions. Comment je vais packager mon projet machine learning? MLflow permet de le faire. Pour les modèles, ça répond à une grande problématique, la problématique de déploiement. Des fois, on ne sait pas est-ce que je vais déployer pour du REST API, est-ce que j'ai envie de faire du Docker, j'ai envie de le déployer dans SageMaker, ou bien je vais déployer dans Azure ML. Avec la partie modèle, en une seule ligne de code, vous pourrez préparer votre package à lister. Et le registry, c'est une manière quelque part de partager votre modèle, comme ce qu'on ferait par exemple dans Docker avec Docker Hub. Donc un peu plus en détail, donc, si vous prenez le code par exemple, qui a été fait par mes collègues d'avant, avec des rentrées comme MLflow, vous allez pouvoir à la fois loguer vos paramètres, loguer vos métriques et même loguer votre modèle. Comme ça, via une page web, vous pourrez accéder à toutes ces informations-là. Si je reviens à Databricks, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est packagée et qui est managed service. Et aujourd'hui, à travers nos services, donc on va fournir des Delta Lake dans notre environnement d'exécution et on va fournir des MLflow aussi dans notre environnement d'exécution. C'est ça la propre valeur, parce que Delta Lake et MLflow, c'est des projets open source. Si vous les utilisez dans votre environnement, vous pourrez les utiliser et c'est pareil que sur Databricks. L'avantage d'aller sur Databricks, c'est que vous n'allez pas vous occuper des comment je fais pour maintenir mon cluster Spark, comment je fais pour mettre à jour mon Delta, comment je fais pour mettre à jour mon montée de version de MLflow, ainsi de suite. C'est ça toutes les qualités, je dirais, d'avoir un service managé. Aussi, l'objectif aussi, quand on parle d'innovation, chez Databricks, c'est vraiment que les gens, quand ils travaillent sur la plateforme, c'est vraiment qu'ils fassent ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas s'occuper à gérer le cluster, ils ne vont pas s'occuper à la montée de version. Nous, on a des environnements d'exécution qui sont à chaque fois mis à jour avec les dernières versions de Spark, les dernières versions de Panda, les dernières versions de R, et ainsi de suite. Et c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. C'était dur parce que c'est en 15 minutes, donc je vous laisse un peu de temps pour les questions. Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un très bon point que je peux revenir. Si on revient sur l'architecture Delta, ça, c'est des streams, en fait. Quand vous allez définir vos streams, là, l'avantage avec Delta, c'est que vous n'avez pas besoin de dire « je déclenche un job qui va partir de la partie bronze à la partie silver à la partie gold ». C'est vraiment des streams en temps réel, en fait. Et si, par exemple, vous vous dites que j'ai mal géré mon information au niveau silver, vous cassez la table, vous la recréez, et automatiquement, par stream, elle va s'alimenter de partie bronze. Donc, ce que vous pouvez faire en fait, sur ces niveaux-là, c'est vraiment du filtrage de la donnée et de l'agrégation de la donnée en temps réel et sous format de stream. Et une fois que vous avez fait ça,
Le stream analytics, c'est vraiment pour prendre de la donnée qui est déjà prête, pour faire des prédictions, pour faire des machine learning, et ainsi de suite. Exactement. Exactement. Et le pipeline il est automatique. À partir du moment que vous dites « je crée une table delta depuis mon stream », automatiquement il est streamé. Il n'y a pas besoin d'avoir un job qui va aller prendre les données du niveau bronze au niveau silver. C'est fait automatiquement en fait. Merci de votre attention.